troisième séance de notre cycle sur l'extrême droite. Je rappelle très rapidement, si M. Badi aura comme ça l'occasion peut-être de dire, je pense, des intervenants précédents à l'occasion, mais je résume très succinctement leurs propos, donc je les forme un peu. Le premier intervenant, M. Richard, a insisté, enfin pas insisté, mais un peu détruit le concept d'extrême droite, en jugeant assez peu pertinent. Il a également d'ailleurs entièrement détruit aussi et réfuté le concept de populisme, qu'il soit au singulier ou au pluriel, comme un concept confus, mélangeant trop populisme de gauche et populisme de droite, qu'il considère comme fondamentalement différents. Voilà. Et il a insisté pour dire que ce qui se passait en Europe actuellement, c'était pour lui fondamentalement une montée du nationalisme, un courant de droite qui est le nationalisme, c'est une identité donc finalement assez positif, finalement, pas seulement de rejet, mais de je suis français, je veux l'unité de la France, je veux, et qui peut effectivement conduire à des formes d'autorité, puisque le nationalisme, celui qui fait passer l'intérêt de la France en premier, tend à l'unité, au refus du conflit de classe, au refus de tout conflit qui diviserait le pays. Donc lui a beaucoup insisté sur cette notion de nationalisme, en prenant comme exemple et comme origine, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, Boulanger, comme modèle de ce courant nationaliste qui se retrouve dans cette extrême droite, cette forme d'extrême droite actuelle. Voilà, je résume. Gérard Noiriel, ensuite, qui est venu, lui a beaucoup insisté sur les continuités, d'une certaine mesure également, puisqu'il a beaucoup dit que les crises sociales, celle de la Grande Dépression de la fin du XIXe siècle, la crise de 29, la crise longue, très longue, que nous connaissons depuis 1974, la crise sociale que nous connaissons depuis 1974, ont à chaque fois généré des réactions xénophobes. En fait, donc, cette extrême droite était la traduction dans ces contextes, en tout cas la poussée de l'extrême droite, était la traduction dans ces contextes de crise sociale, de cette réaction, qui finalement n'était pas si différente actuellement, même s'il avait permis quelques éléments de distinction, mais quand même qu'au fond la continuité des pulsions d'extrême droite, lui d'accepter le mot, n'était pas si inédite, même si elle a des formes un peu différenciées. Voilà. Donc on a eu ces deux premières conférences. Aujourd'hui, nous aurons M. Bertrand Badi, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, aussi enseignant et chercheur au CERI, le Centre d'études des recherches internationales, tout ça parce que ça vous montre déjà les deux orientations, deux axes de façon de faire. Alors moi, je le connaissais surtout parce que j'ai fait l'histoire sociale, je trouve ça son tout premier travail qui est écrit sur la stratégie de la grève, fort longtemps. C'était un livre extrêmement intéressant sur l'usage de la stratégie de la grève et les fonctions du Parti communiste, donc qu'il avait écrit dans les années 70. Et ensuite, il a travaillé sur les aspects de sociologie de l'État comparé notamment des États syndiqués occidentaux et orientaux. Voilà, il a beaucoup appuyé sur les pouvoirs et les États. Et je dis ça parce que ensuite, il s'est plutôt orienté vers des domaines de relations internationales, devenant un de nos grands chercheurs en relations internationales. Mais dans cette dimension des relations internationales, la dimension de la sociologie un peu turkhénienne
et de la politologie est toujours présente. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et alors, il a publié un très grand nombre de titres, donc on trouverait d'ouvrages, donc vous trouverez un certain nombre dans la bibliographie qui vous a été distribuée. Et dans tous ces ouvrages, on voit bien qu'il reprend les relations internationales en les voyant évoluer de la guerre froide, qui faisait un certain type de relations internationales, à des relations où justement les sociétés ont un poids de plus en plus grand. Je vais vous dire, mais où les sociétés finalement interviennent dans le contenu des relations internationales. Et donc, l'évolution des sociétés ont un poids considérable dans, maintenant, il n'y a plus cette politique de bloc, dans les relations internationales telles que se définissent. Et parmi les facteurs essentiels qui le distinguent dans ces travaux, il y en a beaucoup, il y a la mondialisation libérale et ses effets, bien sûr, d'autres dimensions. Il y a une question qui nous intéresse particulièrement, c'est le rapport à l'altérité. C'est-à-dire que systématiquement, dans ces évolutions de la société, qui donc maintenant intervient sur les relations internationales, il y a des relations à l'autre qui contribuent à définir ces relations, à les construire, à les façonner, à les faire évoluer. Dans des sens très divers, justement, parce que ça peut aller de politiques d'intervention à des politiques pacifistes. Voilà. Donc, voire à des politiques qui sont un peu l'objet, des politiques des courants, alors d'extrême droite, nationalistes, comme on voudra, maintenant on ne va pas, ou populistes, nous on ne va pas rentrer dans la colère des mots, mais vous pourrez dire bien sûr ce que vous pensez, qui, de Trump à Poutine, voilà, peut-être au Brésil, un futur président, etc., et certains dirigeants européens, introduisent effectivement une politique extérieure qui est en partie façonnée par des éléments de société. Voilà. Donc, en ce sens-là, il est, même s'il travaille sur les relations internationales, très proche de... Et puis alors, le politologue, il reste présent, puisque là, il vient aussi de sortir un livre sur avec Dominique Vidal, sur le retour des populistes, donc voilà un mot que lui emploie, qui justement analyse aussi ces nouvelles formes, point d'interrogation nouvelles, parce que pour Gérard Margaret, nous l'avons vu la semaine dernière, elles ne sont pas si nouvelles que cela. Donc, il articule aussi cette réflexion de relations internationales sur aussi des contenus politiques, de formes politiques intérieures. Voilà. Et par rapport à nos deux précédents intervenants, je pense aussi que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que nos deux premiers intervenants étaient quand même très bien, mais très franco-français dans une certaine mesure. Alors, avec Bertrand Bailly, on va plonger dans le monde. Voilà. Et je lui passe donc la parole en le remerciant d'être venu. Merci beaucoup. Je suis très heureux de me trouver ici ce matin. Bon, il se trouve, les circonstances font que je suis un petit peu bousculé cette semaine, sorti d'un nouveau livre, mais j'ai bien entendu voulu maintenir à tout prix cette réunion. On a été grossier de me désister, et je suis particulièrement heureux de pouvoir débattre de ces questions qui sont des vraies questions. Ce ne sont pas des questions intellectuelles ni abstraites, c'est je dirais, pour rentrer déjà de plein pied dans le sujet, c'est une menace de manière tout à fait présente. Alors peut-être en guise, non pas d'introduction, mais d'introduction à l'introduction, de biscuit apéritif, si vous voulez, pour s'exprimer
de manière plus alléchante. Je voudrais faire écho à tout ce que vous venez de dire. D'abord, rectifier une toute petite chose que vous ne pouviez pas savoir et qui de toute façon ne change rien pour vous, mais beaucoup pour moi. C'est que depuis le moment où nous avons pris ce rendez-vous, ma vie a changé. J'ai basculé dans le monde de la retraite. Donc, je suis professeur à Sciences Po, mais professeur émérite à Sciences Po depuis le 1er septembre, ce qui qualifie effectivement ma durée, si je puis dire, et mon espérance de vie, mais ça c'est autre chose. C'est vrai que ça fait quand même un coup psychologique, alors qu'on s'aperçoit que non seulement rien n'est changé, mais qu'on a un peu plus de travail qu'avant. Voilà, tout ça n'est pas dramatique, mais enfin, pour ne pas avoir l'air d'un faussaire et me présenter comme un professeur en activité, je voulais rectifier. L'autre point, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur effectivement la progression de mes travaux, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'étais au départ un sociologue de la politique qui travaillait sur les mouvements sociaux et les grèves en particulier. C'était encore dans l'ambiance de 68 qui m'avait socialisé. Et puis ensuite, rencontrant notamment Pierre Birnbaum, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur l'État et la comparaison des États. Et à un moment, je me suis dit, mais si on ne replace pas tout cela dans le monde, on ne comprend pas. Et en fait, vous voyez, la mondialisation dont on parle tant, c'est d'abord ça. C'est d'abord le fait que rien n'est isolé. Nous sommes dans un monde où tout dépend de tout, où tout est dans un contexte mondial. Et les gens de ma génération, parce que je sens spontanément que nous communions à peu près dans les mêmes décennies, n'est-ce pas, ont eu ce privilège extraordinaire depuis Adam et Ève. On est la seule génération à avoir vécu notre vie unique dans deux mondes. C'est-à-dire dans un monde international, c'est-à-dire classé en fonction de la juxtaposition des États-nations, et maintenant dans un monde mondial. Alors ce monde mondial, il peut faire peur, il peut agacer, on peut le détester. Moi, il se trouve que j'aime le monde, parce que d'abord, je suis le fruit de deux continents, l'un par mon père et un autre par ma mère. J'aime beaucoup cette mondialisation, et contrairement à ce qui est dit généralement, pour moi, la mondialisation, elle est ni de droite ni de gauche. Elle est ce qu'on en fera. Il peut y avoir une mondialisation de gauche, et la mondialisation ultralibérale n'est pas la seule mondialisation. J'ai l'habitude de dire que la mondialisation, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, il y a la bonne mondialisation et il y a la mauvaise mondialisation. À nous de faire en sorte, par notre régime particulier, que la bonne mondialisation triomphe, c'est-à-dire celle, il ne faut pas l'oublier, celle de la solidarité, celle d'ONG qui se sont tués à la tâche et qui continuent à le faire, qui ont réalisé, grâce aussi à certaines agences des Nations Unies, des progrès considérables en matière de vaccination, en matière d'alimentation. Il reste 825 millions de mal nourris dans le monde, ce qui est absolument énorme, mais ils étaient déjà 825 millions il y a 60 ans, alors qu'entre-temps la population a doublé. C'est-à-dire que, même si la mondialisation est profondément injuste, on aura l'occasion d'y revenir, la mondialisation a quand même permis des élans de solidarité qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, dans la perspective desquels il faut travailler, ce qui prouve d'ailleurs, même si vous avez tout à fait raison de mettre le projecteur sur l'altérité, que l'altérité a son exact pendant, qui est la solidarité. Et en durkheimien que je suis, je considère que si on travaille bien, la solidarité peut l'emporter sur l'altérité. Moi, c'est ça et ça seulement qui m'intéresse. Et c'est la raison pour laquelle ça tombe bien que je tombe à la retraite, que je sois en retraite. Oui, mais le sexisme, en quoi ce terme affreux, tomber enceinte, qui est scandaleux, un jour on dira tomber en mondialisation. Non, nous sommes dans la mondialisation, et du coup nous ne sommes plus dans un monde international. C'est-à-dire, j'ai été étiqueté professeur de relations internationales, ça ne veut plus rien dire. Nous sommes dans un monde intersocial, c'est tout à fait différent. Mes jeunes collègues devraient se rebaptiser professeurs de relations intersociales. Donc tout ça montre que c'est exaltant et qu'il n'y a que le repli qui ne le soit pas. Vous voyez déjà ce que je vais dire. Et j'ajouterai le troisième élément. Je voulais m'interdire, ça a été ma première réaction, de réagir à ce que disaient mes collègues,
Mais ce que vous m'avez dit, bon, bien sûr, vous êtes obligé de résumer, je pense que le discours au départ était plus complexe, je ne l'accepte pas. C'est-à-dire, je pense que c'est exactement le contraire. D'abord, je crois que l'extrême droite existe très fortement dans nos sociétés, mais ça, c'est pas directement notre sujet. Deuxièmement, je crois que le populisme est un phénomène réel, extrêmement intéressant à étudier, et Gérard Noiriel a raison de dire que c'est un phénomène ancien. On en est à la 4e vague. Il y a eu 4 vagues populistes dans notre histoire contemporaine. La première, c'est à la fin du XIXe siècle, elle a commencé en Russie et aux États-Unis. Elle s'est prolongée dans certains pays d'Europe occidentale, notamment en France par le boulangisme. La deuxième vague, c'est celle de l'entre-deux-guerres, qui a donné notamment le fascisme et le nazisme, et qui a commencé aussi à toucher l'Amérique du Sud avec le gétulisme de Getúlio Vargas au Brésil. La troisième vague populiste, c'est celle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale et qui a surtout touché les pays du tiers-monde, le populisme tiers-mondiste qui a accompagné et prolongé la décolonisation, et maintenant nous en sommes à la 4e vague populiste. Ça a un sens très précis. Le populisme, c'est un mouvement de défiance et de déception, les deux sont liés, à l'égard des institutions, à l'égard des élites, et à l'égard aussi d'un changement que l'on tient pour menaçant. À chaque fois que le changement prend des formes concrètes et immédiates, il crée des réactions de peur. Le premier populisme aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, c'était la peur d'une industrialisation brutale. En même temps, en Russie, c'était la peur, effectivement, de cette société rurale qui se voyait menacée par les transformations économiques et sociales. Pendant l'entre-deux-guerres, la peur, c'était celle liée à la grande crise, liée à l'explosion du chômage. La troisième vague populiste au tiers-monde, c'était la peur issue d'une décolonisation qui redonnait des couleurs nouvelles à l'impérialisme et à la domination coloniale, post-coloniale, alors que parallèlement, s'installaient des régimes autoritaires et souvent dictatoriaux, et maintenant la grande peur, c'est la peur de la mondialisation. Donc le populisme, ça veut dire quelque chose, et ceux qui n'aiment pas que l'on parle de populisme sont ceux qui n'aiment pas dire que leurs comportements actuels sont guidés par la peur, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Le populisme, oui, il existe. Et je dirais que, enfin, dernier point de désaccord, et tout ça c'est pour mettre un peu de piment dans l'apéro, oui, c'est normal, hein, le jus de tomate est un peu épicé. Le dernier point, c'est que je ne crois pas du tout que nous vivions un retour du nationalisme. J'ai écrit un livre avec mon collègue Michel Fouché pour dire que justement, c'est pas du nationalisme, c'est du néo-nationalisme. Le nationalisme, c'est pas du tout ça. Le nationalisme, c'est ce qui s'est passé de la Révolution française jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'était une conquête de droit. C'était une conquête de droit contre le despote, contre le roi absolutiste, n'est-ce pas, le peuple souverain. Vous connaissez le chant du départ, le peuple souverain, s'avance, tyran, descend son cercueil. C'est exactement ça, le nationalisme. C'est une conquête de droit face à l'absolutisme, ou face aux structures impériales, ou face, plus tard, aux structures coloniales. C'était un moment de notre histoire de conquête de droit par un peuple qui le revendiquait et qui en avait été jusque-là dépossédé. Or, ce qu'on appelle, avec des guillemets, le nationalisme aujourd'hui, c'est exactement le contraire. C'est un nationalisme de repli, c'est un nationalisme de fermeture. C'est le nationalisme des volets clos, c'est un nationalisme qui a peur et qui essaye de construire dans le repli sa protection face à la mondialisation. Et de ce point de vue, la comparaison avec le XIXe siècle ne tient pas du tout. Le XIXe siècle, c'est un nationalisme d'exaltation, de projection. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le thème de l'altérité revient ainsi au devant de la scène, parce que ce nationalisme de repli est un nationalisme d'exclusion. Enfin, on va y revenir dans les détails pendant le repas que je vous propose, et vous verrez que ça n'a effectivement aucun rapport. C'est la raison pour laquelle moi je parle de néo-nationalisme,
ce livre que nous avons écrit avec Michel Fouché, c'est vers un monde néo-national. Et vous savez que dans l'histoire, les néos ne ressemblent jamais à la figure d'origine. Voilà ce que je voulais dire. Donc vous voyez, le débat est lancé. Alors, tout ça, toute cette question part finalement de ce couple mystérieux en sociologie, en sciences sociales, en sciences politiques, qui est le couple identité-altérité. C'est-à-dire que les sciences sociales, dans certains moments, face à certains enjeux, face à certains défis, sont amenés à considérer l'identité. Alors, il faut partir de cette notion d'identité. Elle est fondamentale. D'abord, elle est dans toutes les bouches, et on ne sait pas trop ce que ça peut dire. Et d'autre part, elle a pour principale fonction de dessiner des périmètres politiques. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité? L'identité, c'est justement cette ligne de partage entre soi et l'autre. L'identité, c'est fatalement, et c'est là que commence la tragédie, c'est fatalement une exclusion. C'est pas tant un discours sur le soi, c'est un discours sur l'autre qui n'est pas le soi. C'est-à-dire, c'est un discours sur qu'est-ce qui fait que l'autre n'est pas pleinement moi-même. C'est ça l'identité. En psychologie, l'identité, c'est uniquement un discours sur soi. En sociologie, ça ne peut pas être un discours sur soi. Parce qu'en sociologie, par définition, l'individualité n'est pas la base de la réflexion. La base de la réflexion en sociologie ou en sciences politiques, c'est la cité. On va l'oublier. Et la cité, c'est pas moi tout seul, c'est moi et un certain nombre d'autres à l'exclusion de tous les autres. Et du coup, vous comprenez que c'est d'un certain point de vue la question fondatrice. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait des sciences politiques, quand on réfléchit sur le politique, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question fondatrice, qui est dedans, qui est dehors, qui est de ma cité, qui est des nôtres, il est des nôtres, voilà, et qui n'en est pas. Et c'est la raison pour laquelle les sociologues ont tendance, en tous les cas, moi c'est la pente que j'ai suivie, de considérer que l'identité, la construction d'identité, c'est une stratégie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'uniquement inné. Évidemment, il y a une part d'inné. Votre papa, votre maman vous ont appris que vous étiez français, chrétien, juif, protestant, femme, homme, tout ce que vous voulez, bourgeois, ouvrier. Mais, bien sûr, cette identité apprise est une identité fragile et provisoire. Vous n'allez pas, toute votre vie, réciter l'exacte leçon que vous avez trouvée en venant au monde et dans votre berceau. C'est-à-dire que l'identité est quelque chose qui se construit et se reconstruit au fil des jours, des années, des expériences. Selon que vous êtes, de par votre vie professionnelle, résident en un lieu et n'en bougez point, ou au contraire que vous bougez beaucoup, selon votre stratégie matrimoniale, selon les gens que vous fréquentez, les partis dont vous suivez les propositions, votre construction de l'identité va évoluer. Et ce que je propose comme définition de l'identité, et j'y vais carrément pour simplifier les choses, c'est l'ensemble des stratégies de définition par rapport à l'autre. L'ensemble des stratégies de définition par rapport à l'autre que les individus et les groupes, forgent selon leurs désirs, leurs intérêts et les contraintes de situation. Voilà le point de départ. L'ensemble des stratégies de définition par rapport à l'autre que les individus et les groupes forgent selon leurs désirs, les intérêts et les contraintes de situation. Donc la formidable aventure des sciences sociales, et en particulier de la sociologie et de la science politique, c'est de suivre la confection de ces stratégies de définition par rapport à l'autre. C'est ça qui finalement va être déterminant de votre histoire personnelle. Qu'est-ce que je suis ?
mais déterminant aussi de la cité à laquelle vous appartenez. Je vous donne tout de suite deux exemples pour vous montrer que tout ça est très concret. Un Irakien, aujourd'hui, selon qu'il se définisse d'abord comme chiite, sunnite, kurde, ou comme irakien, ou comme musulman, ou comme arabe, le sens de l'histoire, au niveau agrégatif des comportements, sera complètement changé. C'est-à-dire que n'oubliez jamais une chose, c'est que l'avenir des systèmes politiques est dépendant de l'addition des délibérations individuelles que celles et ceux qui en font partie réalisent au quotidien. Et donc le positionnement de l'Irak, pour rester dans cet exemple, reste lié entièrement à cette délibération continue des Irakiens. Qu'est-ce que je suis? Et vous, qu'est-ce que vous êtes? Moi, qu'est-ce que je suis? Alors vous, ce que vous êtes, c'est à vous de répondre. Moi, je vais vous dire ce que je suis. Je ne sais pas trop. Ou plus exactement, je pense que j'ai une identité plurale et volatile. J'étais en Chine la semaine dernière pour une très belle coopération que nous avons avec l'université de Tsinghua à Pékin. Quand je travaillais avec mon collègue chinois, je me sentais professeur de sciences politiques. Je me moquais pas mal de savoir qu'il était chinois et moi français. On parlait le même langage scientifique. On avait les mêmes références, les mêmes lectures, les mêmes projets. On s'aimait bien. Lui trouvait que le vin chinois était excellent et il avait raison. Je vous signale. Moi, je lui disais que je préférais la bière chinoise et du coup, on a constitué une identité bricolée d'amour de la bière et du vin, et ainsi de suite. Quand je suis à Berlin, je me sens européen. Je me sens européen, mais dans le fond, on est dans le même bain, je me sens européen. Quand je vais voter, non plus pour, puisque ça n'existe plus, mais contre, aux élections présidentielles, législatives, je sais pas quoi, je me sens français. Je prends le destin de l'État, dont je suis par ailleurs le fonctionnaire, en main. Quand je vais acheter mon pain rue Linois, 75 015 Paris, près de mon domicile. Oui, c'est l'arrondissement d'Atry, mais je ne suis pas du 14e. Justement, je suis du 15e. Et je le dis très fort à ma boulangère, parce que je sais que plus je serai proche d'elle identitairement, meilleur sera le pain qu'elle me. Sinon, elle va me fourguer par acide lactique. Donc, nous sommes dans ces logiques d'identité changeantes. Et puis, dans ma famille, il y a 12 religions. Il y en a une dans laquelle j'ai été baptisé, donc vous voyez de laquelle il s'agit, mais que je ne pratique pas. Alors qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Mon père était persan, ma mère française. Mon grand-père, notaire action française, sensibilité action française à Reims. Mon autre grand-père, médecin à Hamadan en Iran. Qu'est-ce que je suis? Je suis ce que j'ai envie d'être. Et un de mes maîtres, qui d'ailleurs est toujours en vie, que l'on soit loué, Alfred Grosset, qui lui aussi a connu une aventure identitaire tout à fait exceptionnelle, jeune juif allemand fuyant l'Allemagne au début de la guerre. Alfred Grosset avait cette phrase extraordinaire qui m'a profondément marqué. Il a dit « Je ne supporte pas que quelqu'un d'autre décide pour moi ce que je suis. Je suis ce que j'ai envie d'être. » Alors, ça me permet de reprendre ma définition. L'ensemble des stratégies de définition par rapport à l'autre. C'est moi qui, tous les jours, vais délibérer sur ce que je suis. Et ça, c'est une formidable liberté. Une formidable. Et tous ces entrepreneurs identitaires, tous ces marchands d'identité qu'on entend sur les très hauts d'école et à la télévision, ils peuvent parler pour se faire des voix et pour se faire des sous. Moi, ça m'est égal. J'achète pas. Je produis. Je produis. Et dans la mondialisation, il faut savoir produire ce cocktail, on reste toujours dans l'apéro, ce cocktail très particulier qui nous permet en même temps d'être nous-mêmes, de rien abandonner de ce dont nous sommes les héritiers, mais aussi de savoir construire des partenariats avec les autres. C'est absolument fondamental. Je fais, vous allez trouver ça honteux, et vous avez raison. 3/4 de mes cours et conférences en anglais. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais parler en français. Même mes cours à Sciences Po,
et ceux que je continue à faire comme retraité, ce qui est plus ou moins légal d'ailleurs, je les fais en anglais, comme ça en anglais c'est l'extraterritorialité. Je les fais en anglais. Bon. En même temps, c'est une formidable adaptation au monde. C'est-à-dire que ça me permet de toucher des jeunes étudiants qui viennent de Singapour ou d'Afrique du Sud et qui ne parlent pas le français, mais qui ont comme ça un début de connaissance de ce que peut faire en France, de ce que peut être la science française, si vous voulez. En même temps, je sais que je fais du mal à mon patrimoine culturel, parce que ce que je vais dire en anglais n'est pas nécessairement déformé par rapport à ce que je pense en français. Donc il y a un dilemme permanent, et c'est à nous de le construire, et moi je suis très heureux comme ça. Alors, quand la définition dit, il s'agit de définition par rapport à l'autre, que les individus et les groupes forgent selon, alors c'est là les trois variables, leur désir, c'est-à-dire ce que je veux. Ce que je veux être, qui est la vraie question. Qu'est-ce que je veux être? Les intérêts. Je parlais tout à l'heure du calcul stratégique pour avoir du bon pain. On a quelquefois intérêt à afficher une stratégie, aussi pour gagner la confiance de l'autre. Si je dis à mon partenaire chinois, écoute mon vieux, je suis d'abord un Français et toi t'es un barbare, je ne progresserai pas. Si je dis à mon partenaire chinois, écoute, on est tous les deux des profs, on a tous les deux les mêmes questions, on va essayer tous les deux de les résoudre et on s'aime bien parce qu'on se trouve sympa l'un l'autre, on progresse. Comment? Mais je veux pas être premier de cordée. Je sais bien que quand il y a une corde, il y a toujours un premier et un dernier. Mais moi, vous savez, tous ensemble. Et enfin, les contraintes de situation. Et ça, c'est très important, j'y reviendrai dans un instant, les contraintes de situation, parce que, selon les situations, votre choix d'identité se trouve plus ou moins restreint. Le point extrême, c'est la mobilisation générale en temps de guerre. Est-ce que je peux vous dire, est-ce qu'en août 1914, je pouvais dire je me sens allemand? Ça fait des ordres. C'est aussi tout le problème des objecteurs de conscience pendant la guerre. C'est une question bien connue. Mais surtout, derrière les contraintes de situation, vous avez aussi les effets de socialisation, c'est-à-dire on m'a appris plein de choses, et je n'ai pas à avoir honte de ce qu'on m'a appris, et je sais que je resterai marqué par ce qu'on m'a appris. Voilà, c'est des contraintes de situation. Ma responsabilité par rapport à la langue française est une responsabilité qui est très forte. J'en suis porteur, et je ne suis pas totalement libre. J'ai horreur des fautes d'orthographe, et je trouve complètement idiot cette façon de dire maintenant on n'est plus l'accent circonflexe, on ne double plus les consonnes, etc. Non, on a un héritage dont on est dépositaire, et ça je crois que c'est tout à fait important. Alors, ces éléments sur l'identité, qui sont vraiment les éléments de germe dans mon esprit, sont plus ou moins dramatiques. Dans ce que nous appelons en sociologie les systèmes ouverts, ça prend en importance. C'est-à-dire quelle est exactement l'identité de l'association des libraires protestants unijambistes du Grand Sud-Ouest. Ça ne changera pas grand-chose que de la définir ou de la transformer. En revanche, la question de l'identité devient une question absolument cruciale dès que l'on a affaire au système fermé, c'est-à-dire au système dont la configuration et les normes qui le président impliquent une délimitation par rapport à l'autre. C'est ce que l'on appelle dans le jargon sociologique les systèmes exclusionnels. Des systèmes dont vous ne pouvez pas être par simple envie. Dans une religion, pour en être, il faut se convertir et adhérer à une certaine foi. Dans les systèmes politiques nationaux, il faut acquérir la nationalité. C'est pour ça qu'on les appelle des systèmes exclusionnaires, c'est-à-dire l'entrée n'est pas libre, pour prendre un terme courant, et du coup, l'identité est une identité collective qui va peser sur vous et ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas dire, voilà, moi j'adhère à l'Église catholique, mais je ne crois pas en la Trinité, mais je ne crois pas au sacrement, mais je considère que la Vierge Marie n'était pas vierge, etc., etc. Bon, ce n'est pas possible. C'est-à-dire,
ce qui caractérise les systèmes fermés, c'est qu'ils sont sous contrôle de normes qui vous échappent et auxquelles vous êtes obligé de vous soumettre. Et c'est là que la question de l'identité devient une question dramatique, parce que c'est là que, d'une part, elle exclut, vous n'en êtes pas, donc vous restez à l'extérieur, et surtout, elle va, et on trouve directement notre sujet, définir l'intensité de l'altérité. C'est-à-dire, si vous êtes dehors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous êtes complètement dehors? Est-ce que ça veut dire que vous êtes ennemi? Est-ce que ça veut dire que vous êtes détestable? Est-ce que ça veut dire que vous êtes admis à coopérer? Est-ce que ça veut dire que vous êtes libre de venir chez nous, de profiter d'un certain nombre de nos avantages, ce qu'on appelle l'hospitalité, ou ce que j'appelais tout à l'heure la solidarité. C'est-à-dire que ce que je voudrais faire sentir là, c'est que l'altérité, ce n'est pas du ni oui ou non, ce n'est pas manichéen. L'altérité, c'est un discours sur l'autre. Et sur ce que vous acceptez que l'autre soit et fasse avec vous ou à côté de vous. Et si vous posez ça, mesdames et messieurs, vous avez les deux clés du politique. C'est ça le politique. Vous savez, pendant 40 ans que j'enseigne la science politique, je me suis cassé la tête à savoir qu'est-ce que c'est mon objet. C'est ça. Double objet. Premier niveau, qui est le niveau strictement identitaire, c'est-à-dire construire la coexistence d'individus différents de par leur caractère, leurs intérêts, leur allure, leur configuration, leurs croyances, leurs valeurs, mais qui appartiennent à la même cité. Donc c'est l'art de la coexistence. Et il faut admettre quelque chose de très important, c'est que la cité identique, ça n'existe pas. C'est-à-dire la cité n'est pas faite de personnes identiques. Non seulement un Breton et un Corse, c'est pas la même chose, un Alsacien et un Normand, c'est pas la même chose, mais M. Dupont et M. Durand, c'est pas la même chose, Madame Legrand et Madame Petit, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même caractère, c'est pas les mêmes valeurs. Et donc, le politique, contrairement au discours totalitaire, c'est un discours de pluralité, de coexistence de la pluralité. Comment aménager la coexistence de la pluralité? Et la deuxième question du politique, mais elle est intimement liée, j'espère que vous le voyez bien maintenant, à la première, c'est comment, une fois que je sais quelle est ma cité, je me définis par rapport aux autres cités. Et ça, c'est un discours obsessionnel du politique. Qui c'est l'autre? Comment je me comporte, ou comment je dois me comporter à son égard, et qu'est-ce que je peux faire avec lui? Alors, mesdames et messieurs, pour tout de suite compreniez ce que je veux plaider, c'est que quand on est dans la mondialisation, on peut tout faire avec l'autre, sauf l'opposition et l'exclusion absolue. C'est-à-dire, dans la mondialisation, tout le monde dépend de tout le monde. Tout le monde dépend de tout le monde. C'est la victoire au niveau mondial de la fraternité. Et si on ne part pas de ce postulat, on se plante. Vous connaissez toutes et tous, je pense, ce grand sociologue, philosophe qui nous a quittés, Cézanne Todorov. Et Todorov, une fois, disait, nous faisions une mission de radio qu'on faisait tous les deux ensemble, quelque chose de formidable, que je répète à chaque fois, en disant bien que c'est Todorov et pas que moi, les identitaristes, les nationalistes, les néo-nationalistes, ils n'ont rien à vendre. Ils n'ont rien à vendre parce que dans le monde d'aujourd'hui, si vous n'avez pas une stratégie coopérative avec l'autre, vous vous plantez. Hein? De Trump à Le Pen et Mélenchon, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous ne vendez rien. Vous grognez, vous râlez, Amérique à feu, mais vous ne posez pas ce qu'est le monde dans lequel vous vivez. Alors, ça ne veut pas dire la soumission, la fusion, tout ce que vous voulez, c'est justement penser la coopération. Alors, venons-en. Pour y venir, je voudrais distinguer, ça me paraît très important, deux moments de notre histoire contemporaine. Ce que j'appelle le moment national et le moment mondial. Vous voyez pourquoi je me sens complètement en opposition avec certains discours. Le moment national, c'est quoi?
Alors, faisons très attention, parce que tout ça est égal. Le moment national, ce n'est pas une éternité. C'est-à-dire que l'idée de nation s'est peu à peu imposée, sans encore être labellisée comme telle, entre la Renaissance et la Révolution française. C'est avec la Révolution française qu'elle s'est accomplie. Mais ça a été une lente montée qui faisait que, dans l'humanité tout entière, avant la Renaissance, l'idée même de nation n'existait pas, ne faisait pas sens. Et comment cette idée a-t-elle fait sens? Comment a-t-elle peu à peu jailli? La fin du Moyen-Âge, c'est un grand désordre en Europe. C'est un grand désordre lié à l'inadaptation du système féodal dans ce qui commençait à être la révolution des communications et de la naissance de ce capitalisme marchand, l'ouverture des océans, et le génie de certains rois, certains monarques, mais aussi de certains juristes, des légistes, romanistes, aussi de certains philosophes, comme le grand philosophe anglais Thomas Hobbes, c'est d'avoir inventé, j'ai bien inventé, c'est-à-dire avant il n'y avait pas, et à partir de ce moment-là il y avait quelque chose de nouveau qui était l'État-nation. Qu'est-ce que c'est que l'État-nation? C'est penser le politique à partir de sa territorialisation. C'est-à-dire le politique, désormais, existe par rapport à un territoire sur lequel il exerce sa compétence. Ce qui est absolument révolutionnaire parce que c'est contraire à la grammaire impériale. L'Empire, par définition, n'a pas de frontières, il a des limes. Donc c'était une révolution considérable qui, peu à peu, a donné naissance à ce qui a été le premier système international de notre histoire, avant ça n'existait pas. C'est-à-dire un système fait de la juxtaposition d'États-nations souverains, je bien dit souverains. Et ce système d'État-nation souverain, il était en situation de compétition de puissance. Le grand Hobbes de dire les États ont entre eux des relations de gladiateurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, dans cette façon de voir, le monde subissait une nouvelle classification, voire une nouvelle division, c'est-à-dire cette division en entités territoriales souveraines. Le grand problème, c'est comment donner un sens à ces entités territoriales souveraines. Eh bien, en inventant la notion de communauté de destin qui a de très peu précédé celle de contrat social, c'est-à-dire un lien rationnel unissant les individus appartenant à la même unité territoriale soumise aux mêmes lois de l'État. Alors, quand on dit ça, dans un tout premier temps, ça fait partie des miracles de l'histoire, auxquels il faut être très attentif. Dans un premier temps, ça ne posait aucun problème. Dans un premier temps, on disait, bon, il y a des États juxtaposés, il y a les sujets de cet État. C'est exactement ce que disait Hobbes, et ainsi qu'il décrivait le pacte social des individus qui abandonnent une part de leur liberté de souverain, qui assure leur protection. Et ce lien d'échange entre liberté et protection fondait la suggestion. Et cette suggestion donnait l'identité. Voilà, on est tous sujets humains souverains. Voilà. Et pourquoi cela ne pose aucun problème? C'est parce que, voilà, on suit des pointillés, il y a des frontières, il y a des individus, des groupes dans chacune des unités territoriales. C'est comme ça, et c'est pas autrement. La grande révolution est intervenue essentiellement à l'occasion, je dirais, du XVIIIe, ce serait trop long d'entrer dans les détails, mais surtout avec la Révolution française, où les peuples ont dit on a des droits. On n'a pas à suivre le souverain comme ça. Et la grande révolution de la Révolution française, c'est d'avoir socialisé le politique. C'est-à-dire, le politique est devenu, à ce moment-là, la propriété, non pas du souverain, au sens ancien du terme, c'est-à-dire du roi, mais la propriété du peuple. Et à partir du moment où vous socialisez cette nation, c'est-à-dire cette nation a un sens social, ce sens social va se décaler du sens politique de l'État. Donc il va falloir la définir, cette nation per se, en soi. Et alors comment ça s'est passé? Bien, il y a eu 3 temps. Il y a eu 3 temps que j'appellerais
l'altérité inclusive, puis ensuite l'altérité offensive, et enfin l'altérité défensive. Ça veut dire quoi? Première posture, l'altérité inclusive. C'est-à-dire, nous délibérons sur ce que nous sommes, c'est ce que je disais tout à l'heure, et à partir de cette délibération, nous délibérons sur l'autre. Alors, dans ce que j'appelle l'altérité inclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la délibération sur l'autre construit l'altérité sur deux idées. L'idée d'accueil et d'ouverture. Ça a été le jus soli. Si vous venez sur notre territoire, il vous faudra obéir aux lois de nos territoires, mais vous êtes welcome, vous êtes bien. C'est le jus soli, le droit du sol. Un enfant qui naît sur un territoire a exactement les mêmes droits que tous les autres qui naissent sur ce territoire. Ça a été le premier temps de l'altérité dans notre mouvement systolique national. Généreux, politique, et qui a eu chance pour nous l'étiquette de tradition française de la nation. Car c'est la France qui était plus loin dans le jus soli, dans le droit du sol. Et en même temps, et je le classe toujours dans l'altérité inclusive, c'est-à-dire qui accepte d'inclure l'autre, en même temps est né, sous l'effet de la Révolution française, un autre discours inclusif sur l'altérité, qui est, pardon du raccourci, nous sommes les meilleurs, nous allons faire en sorte que les autres nous ressentent. C'est ce que j'appelle l'altérité messianique, qui n'est pas agressive, qui est au contraire inclusive. C'est les soldats de l'an 2 qui veulent répandre partout les idéaux de la Révolution française, les idéaux égalitaires, anti-despotiques, libéraux, etc. Anti-privilèges. L'altérité messianique, c'est le champ du départ. C'est le champ du départ, il faut l'étudier à la loupe, il est très riche d'enseignements, par la victoire en chantant, et cette idée des tyrans qui vont descendre au cercueil, mais elle va tout de suite provoquer une polémique. Les Girondins et les Brissotins sont très favorables à cette altérité messianique, que tout le monde devienne comme nous, et Robespierre, son fameux discours, disant attention, les missionnaires armés, c'est pas bon, c'est une négation de la nation. C'est le premier débat sur l'altérité. Débat qui se fait en plein dans le contexte de la constituante, de la législative et surtout de la prévention, c'est-à-dire est-ce qu'on peut véritablement obliger les autres à nous ressembler et les obliger par les armes. La deuxième posture, c'est une altérité offensive. Alors l'altérité offensive, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué parce qu'elle va s'articuler autour de deux idées qui déjà donnent à l'altérité une tournure, je dirais, beaucoup plus menaçante. La première, c'est l'altérité offensive schmittienne. Vous connaissez le grand philosophe, juriste allemand Carl Schmitt, qui a extrêmement mal tourné, puisqu'il a été l'un des soutiens intellectuels du Troisième Reich, et de manière très intéressante, à partir d'une théorie de l'État, très intéressante, Schmitt essaye de désocialiser l'État-nation, en disant, mais attendez, c'est pas à la nation d'en décider, c'est à l'État de décider de l'altérité. C'est l'État qui dicte l'altérité. Le jour où l'État perdra le monopole de la définition de l'altérité, on va tourner à l'anarchie. Et donc c'est l'État qui désigne l'autre. Mais à partir du moment où l'État désigne l'autre, l'autre est potentiellement l'ennemi. Non pas l'ennemi affectif, non pas l'inimicus, le type qu'on ne trouve pas sympa, mais l'hostis, c'est-à-dire celui qui est l'ennemi de l'État. Vous ne connaissez pas nécessairement, vous ne l'avez jamais rencontré, mais l'État vous dit c'est votre ennemi. Et donc, vous le rejetez dans une altérité offensive. Ça devient l'ennemi. Et Schmitt ajoute cette phrase terrible, mais qui a façonné l'Europe, qui consiste à dire nous devons tous, non seulement partager la figure de l'ennemi qui nous est définie et assignée par l'État, mais nous avons besoin de cet ennemi pour exister comme nation. C'est-à-dire la nation n'existe qu'à partir du moment où elle a des ennemis contre lesquels elle va s'affirmer. Et donc, la guerre est utile et nécessaire, elle renforce la nation, donc les nations ne peuvent survivre et exister qu'en s'opposant, même en faisant la guerre.
Et ça, c'est quelque chose qui est entré dans notre culture de manière terrible. Qui était un peu hobbesien, quand Hobbes disait les États sont des gladiateurs, les uns pour les autres, mais qui cette fois-ci force l'intimité des individus citoyens. Ou alors, vous avez l'autre altérité offensive, qui est quelque chose de tout à fait dramatique dans notre histoire, qui est cette altérité offensive qui est apparue au début du XIXe siècle, lorsque l'Europe a rencontré le monde. C'est-à-dire, à partir du XIXe siècle, on découvre l'Afrique, enfin, on savait son existence, on y allait que très superficiellement, certains ports, pas au-delà, et surtout découvre l'Asie orientale, et en particulier la Chine. Et là, tout s'est joué. S'il y a un moment important dans notre modernité, c'est le début du XIXe siècle. C'est-à-dire le moment où on découvre celui qui n'était pas westphalien, ceux qui n'étaient pas westphaliens, qui sont les vrais hauts. Et comment va-t-on faire? Il y avait une première possibilité, on va les aider. On va coopérer avec eux. On va coopérer. C'est pas du tout ça, Catherine. C'est l'entrée de l'autre, extérieur jusque-là, ne peut se faire que sur une construction hiérarchique. Et c'est là que tout a tourné. C'est-à-dire l'autre, mais nécessairement inférieur. Et là, vous savez, des choses absolument terribles. Alors, j'ai pas le temps de vous raconter les détails croustillants de la guerre d'opium, des deux guerres d'opium avec la Chine. J'ai pas le temps de vous donner toutes ces citations Tocqueville que nous adorons tous, qui disait « La Chine, c'est un gouvernement d'imbéciles et de bornés. » Oui, carrément. Ouais. Et quant aux Indes, ce sont des bêtes aussi brutes que féroces. Voilà, le grand Tocqueville. Donc vous savez que le Congo est vide. J'ai appris ça. On ne sait pas où ils sont morts, donc peut-être qu'il n'a jamais existé. Ça, c'est une parole. C'est pour vous montrer l'extraordinaire radicalisation, mais, mesdames et messieurs, qui a forgé notre culture. C'est-à-dire, tout le monde ne dit pas ça aujourd'hui, que Xi Jinping est un imbécile et un borné, et que Nehru ou que M. Modi est bête et féroce. On ne le dit plus, mais on le pense. Mais on le pense, c'est-à-dire que c'est une culture qui s'est construite, c'est une culture de la télé. Nous avons complètement raté notre entrée dans la mondialisation. Et le deuxième prolongement de ça, c'est l'entreprise coloniale, cette phrase terrible, terrible de Jules Ferry. Vous avez débattu tous les lycées qui s'appelle Jules Ferry, et je fais un peu de provocation, il faudrait le virer du Panthéon. L'homme qui dit, nous avons la mission d'éduquer les races inférieures. Et oui, carrément, carrément. Bon, alors, je dis ça parce qu'on est le syndicat, on est entre nous, je ne dirais pas ça dans le grand profil de la Sorbonne. Vous êtes enregistré. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Vous êtes d'accord. J'ai énormément de respect pour M. Jules Ferry. Mais tout ça, si j'insiste de manière un peu caricaturale sur ce discours, c'est pour vous montrer qu'il est quand même producteur d'une culture qui ensuite ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que toute l'histoire coloniale va être rythmée avec, il faut l'admettre, énormément de sincérité. C'est-à-dire que ce n'était pas un discours de méchanceté ni de violence. Ces gens pensaient sincèrement, au nom du siècle des Lumières, au nom de l'universalité de la raison inventée par nos philosophes, que toute altérité était hiérarchisée. Je vous signale par parenthèse que c'est exactement ce qui a été le réflexe des envahisseurs aryens au premier millénaire avant Jésus-Christ, lorsque, entrant en Inde, ils ont bâti leur système de domination sur la hiérarchie de pureté. C'est-à-dire, les envahisseurs sont plus purs que les Dravidiens locaux, donc c'est sur cette hiérarchie de pureté que le système des castes a été construit. C'est-à-dire que c'est un déclic politique qui est extrêmement répandu. Et ceci conduisant dans des phases paroxystiques à des phénomènes de diabolisation. C'est-à-dire l'autre qui ne nous ressemble pas est diabolique. C'est des axis of evil et toutes ces histoires. Et enfin, la troisième altérité, je passe parce que le temps passe également, c'est l'altérité défensive. Et ça, nous en sommes là. L'altérité défensive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons bâti notre identité et qu'au lieu de l'adapter à la mondialisation, ce qui est un premier choix politique, je vais y revenir dans mon dernier propos, nous choisissons au contraire de la maintenir et de la maintenir de manière défensive, c'est-à-dire par une stratégie non pas de conquête de droit, mais de repli. C'est-à-dire, c'est des stratégies de fermeture.
hein, que tous les sociologues connaissent bien, que notamment mon maître Annie Turkel sait bien mettre en évidence. La peur, elle est quoi? C'était déjà une peur contre l'État-nation quand on voyait les premiers signes de lézard. À l'origine de cette altérité défensive, vous avez les premiers soubresauts d'antisémitisme. L'antisémitisme, sur quoi est-il basé? Il est basé sur sa mondialité, sur son cosmopolitisme, sur ses réseaux internationaux, sur ses banques transnationalisées, sur ce pouvoir de l'argent qui dépasse les frontières des nations. Donc la première salve de cette altérité défensive, c'était pour dénoncer le cosmopolitisme. Et la deuxième, c'est pour dénoncer le péril de la mondialisation. Et alors, à partir du moment où l'ennemi, et ça c'est très important, n'est plus l'État-nation voisin, n'est plus l'Allemagne, n'est plus l'Angleterre, mais est la mondialisation, vous n'êtes plus dans une situation de compétition, où vous allez stigmatiser l'Allemand brutal, autoritaire, revanchard et tout ce que vous voulez, ou l'Anglais qui est perfide et tout ce que l'on connaît, n'est-ce pas? Mais il s'agit cette fois-ci de stigmatiser un autre multiculturel. Alors, quelle forme prend cet identitarisme, cette altérité défensive, quelle forme prend cette altérité défensive face à un monde globalisé? Eh bien, c'est l'identitarisme. C'est-à-dire la volonté d'exister par rapport à ce qui fait notre permanence, c'est-à-dire on abandonne la vision politique et territoriale de la nation au profit de la notion et la construction identitaire de la nation. Nos racines. Voilà le mot qui arrive, racines. Moi, j'ai regardé, j'ai pas de racines, je regarde sous mes pieds tous les matins, j'ai jamais vu, j'avais des racines. Donc, l'invention de la racine s'est fait justement pour disqualifier de manière définitive l'autre qui n'est pas de chez moi. C'est-à-dire, c'est le lissage culturel de la nation. Et donc, du coup, la nation française ne peut être que chrétienne. Ah tiens, les Juifs n'ont jamais participé à la construction de l'État-nation en France. Jamais. Les musulmans, ils sont 5 millions, c'est des ilotes alors. C'est des citoyens passifs. Et que même quand on a grandi à l'Europe chrétienne, oui, il y a des États dans l'Europe qui sont majoritairement musulmans. Hein. Il y a des États où les Juifs ont joué un rôle considérable. C'est des nations de leur science, de leur culture, de leur éducation, de leur culture en général. C'est-à-dire qu'on passe totalement du côté de l'imaginaire pour justement justifier la pérennité de quelque chose qui n'est plus adapté au monde dans lequel nous sommes. C'est un fléau. Vous savez, dans les derniers mois, j'ai rarement été d'accord avec notre président de la République, qui d'ailleurs m'a valu de sérieux coups de baguette sur les doigts, mais quand il a parlé de l'être pour le populisme, je comprenais ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de terrible, parce que c'est quelque chose de violemment exclusionnaire. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas de cet ADN, vous n'avez aucun droit. Alors, ça m'amène, et je termine là-dessus, rassurez-vous, au temps mondial. Le temps mondial, c'est notre temps actuel. On n'est plus dans le temps national. Ça ne veut pas dire que les nations disparaissent. Ça veut dire qu'elles doivent s'adapter et s'aménager. Nous sommes dans le temps mondial. Le temps mondial, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Vous savez, dans notre métier, quand on veut coller un étudiant, on lui donne ça comme sujet d'étude, c'est la mondialisation, il craque, plaque, c'est égal, allez, rendez-vous en septembre. Et en septembre, rendez-vous l'année prochaine, etc. La mondialisation, personne n'a été capable de la définir. Hein. Personne. Donc, ne croyez pas dans les faux prophètes. Simplement, nous sommes, nous, en sociologie, en sciences politiques, comme les médecins. C'est-à-dire, quand on ne sait pas définir quelque chose, on fait de la symptomatologie. Ce qui est quand même pratique. Vous ne savez pas définir une maladie, vous dites, bon, ben voilà, tel symptôme. Et bien là, les symptômes, ils sont trois. Mondialisation, ça veut dire l'inclusion. Ça veut dire que nous vivons pour la première fois depuis Adam et Ève dans un monde unique. Un monde unique. C'est-à-dire, personne, sauf les Palestiniens, n'est hors du bateau. Tout le monde est engagé. Ce qui veut dire quelque chose d'extrêmement grave et important, c'est que la mondialisation a inventé le système social le plus inégalitaire qui n'ait jamais existé dans l'histoire. Mais
il ne faut pas s'en scandaliser, parce qu'avant, il était encore plus inégalitaire, le système, il n'existait pas. Maintenant, il a le mérite d'exister, c'est-à-dire d'être notre responsabilité collective. C'est le début de l'histoire. Bon. Deuxièmement, la mondialisation, c'est un système qui est gouverné par l'interdépendance. Tout le monde dépend de tout le monde. C'est-à-dire le faible dépend du fort, rien de nouveau sous le soleil, mais maintenant le fort dépend du faible. Ça, c'est la révolution. Et dans ce système d'interdépendance, j'ai passé hier un coup de fil en préparant cette conférence, j'ai passé un coup de fil à M. de la Palisse. Et je lui ai dit, mais dis donc la Palisse, je sais que je l'appelle souvent, on va dire la campagnette, mais dis donc la Palisse, si on est dans un système d'interdépendance, ça veut dire que la souveraineté n'existe plus. Il m'a dit, ah, ça j'aurais dû y penser, c'est une belle idée. Effectivement, le système d'interdépendance, c'est un système où la souveraineté n'existe plus. On peut toujours se brosser de souverainisme, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça a un côté coca zéro, c'est-à-dire on donne l'impression de quelque chose qui n'existe pas, mais c'est fini. Bon. Et donc, dans ce système d'interdépendance généralisée, les identités deviennent relatives. C'est-à-dire que on a un pied et demi dans le monde. Et on consomme comme ça, on pense comme ça, on regarde et on communique comme ça, etc., etc. Et puis, troisièmement, la mondialisation, ça veut dire la mobilité généralisée. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où les individus vont bouger de plus en plus, et je continue dans la provocation, mais une provocation l'a vraiment pensée, la migration et l'avenir du monde. La migration et l'avenir du monde. Celui qui voudra gagner, ou celle qui voudra gagner demain, devra migrer, devra bouger. À l'instar de pas mal de nos étudiants qui savent faire ça, d'accord ? Et non seulement l'immigration et l'avenir du monde, mais c'est une chance. C'est probablement la meilleure nouvelle pour l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire la possibilité de construire son entrée dans le monde. Alors que l'Europe a tellement peur d'entrer dans le monde. Justement, l'hybridation culturelle, c'est absolument formidable. L'hybridation culturelle, ça ne veut pas dire qu'on va mettre Racine, Corneille et Voltaire au panier. Ça veut dire qu'on va placer Racine, Corneille et Voltaire dans le contexte d'une pensée mondiale et on va faire en sorte qu'ils rayonnent et que nous bénéficions du rayonnement de la culture des autres qui n'est pas nulle. Figurez-vous que la culture des autres, elle n'est pas nulle du tout. Et tout ça dans l'unité du genre humain, qui est formidable. Vous savez, j'ai eu l'occasion dans ma vie de faire des conférences dans 107 pays. Et alors, je vais vous donner un scoop à 11h37, c'est que j'ai découvert une chose formidable. C'est que partout, l'être humain est identique. Il a 2 bras, 2 jambes, je vérifie, une tête, des bonheurs, des malheurs, des parents, des enfants, des joies, des peines. Partout, exactement la même. Et ça, c'est formidable. Moi, ça me fait claquer des pouces. Quand je vois qu'un des collègues chinois qui rencontre exactement les mêmes problèmes que moi. Enfin, et quand on parle de notre belle-mère, etc. Toujours. Voilà. Et donc, c'est ça la chance de la mobilité, c'est l'actualité de tout ça. Alors, si la mondialisation, c'est l'inclusion, l'interdépendance et la mobilité, cela veut dire que l'altérité, elle va faire une reconstruction. Elle ne peut pas être définie aujourd'hui comme elle l'était ailleurs. Et nous sommes maintenant confrontés à plusieurs options. Alors, disons pour l'instant, je vais me limiter à 3 d'entre elles. Vous avez, je dirais, la réaction protestrice, conservatrice, l'archéo-identitarisme, ou le néo-nationalisme, c'est la même chose. C'est-à-dire de dire, on est dans le monde, on ferme les fenêtres, on ferme les portes, on ferme les volets. Et on essaye effectivement de revivre et de pérenniser notre vieil ADN, identitaire et national. En oubliant que celui-ci, il est né un jour et qu'avant il n'y en avait pas. Avant la Renaissance, il y avait aussi des gens qui se définissaient autrement que par la nation, et cela parmi nos propres ancêtres. La deuxième posture, c'est la posture de ce que j'appellerais la réinvention affirmative. C'est-à-dire, nous demandons à être face aux autres que nous ne récusons pas. Ça, c'est une posture extrêmement
courante chez les émergents, dans les grandes puissances émergentes, qui veulent avant tout être dans la mondialisation. La Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, mais aussi la Turquie, l'Iran, l'Indonésie, etc., sont des pays qui comprennent que leur intérêt est d'être dans la mondialisation. La mondialisation les sauve. La Chine, ça brûle les yeux. La Chine a été tenue à l'écart du système international par cette oligarchie exercée par les puissances du Nord. La mondialisation, c'est une chance de rentrer dans le système. Et alors, vous avez chez les Chinois ce triple discours qui est extrêmement enrichissant, qui consiste à dire « nous sommes pour la mondialisation ». Et vous aurez bien tort de vous dire le contraire. 2. Cela ne vous autorise pas à vous mêler de nos affaires, comme ça ne nous autorise pas à nous mêler des vôtres. C'est très intéressant. Et ainsi, les Chinois vont en Afrique en disant on vous aide parce que c'est dans notre intérêt et dans le vôtre, mais on se moque pas mal de la situation des droits de l'homme chez vous, ou de la nature de votre régime politique, ou de la nature de votre système éducatif. Ça, c'est un certain... C'est ce que j'appelle la réinvention affirmative, mais on pourrait appeler ça aussi l'altérité pragmatique. Et le troisième mouvement, moi j'ai beaucoup aimé, c'est que mes collègues chinois me disent tous, avant ils disaient rien, maintenant ils disent, il faut qu'ils sont pas dans la mondialisation. Ils me disent, vous savez, il y a une grande différence entre vous et nous. C'est que nous, on n'a jamais cru en Dieu. Et donc on n'a jamais cru en un modèle universel. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. Disons, mais de toute manière, la base de la philosophie taoïste, c'est l'ignorance. Nous ne savons pas ce qu'est la vérité, et donc nous n'avons pas la témérité de la répandre sur le monde. Donc, vous êtes différents. Nous, on trouve que vous n'avez pas de chance, parce que ça aurait été mieux pour vous d'être chinois. Mais vous n'êtes pas chinois, c'est votre affaire, tant pis pour vous. Mes condoléances. Mais on ne va pas vous obliger à vous siniser. Et ça, cette construction, cette réinvention affirmative, cette construction de l'altérité pragmatique, je crois que c'est l'avenir du monde, c'est-à-dire un partenariat pragmatique. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de vivre avec vous. On ne peut pas faire autrement, et ça les Chinois le comprennent merveilleusement, que de construire un régime international de protection de la pollution. Donc, on va vous aider, on va faire des efforts de notre côté. C'est pas parce qu'on veut être aimable avec vous, c'est parce qu'on sait que c'est notre intérêt. Et cette redéfinition de l'intérêt par rapport à la mondialité, c'est quelque chose d'extraordinairement efficace. Et puis, vous avez une troisième réinvention, qui est la réinvention transnationale. La réinvention transnationale, c'est quelque chose qui consiste à dire, la coopération interétatique, c'est très bien. C'est très bien. Ça, c'est les premiers pas. Ça a commencé avec Woodrow Wilson, ou en France, restons français, avec Léon Bourgeois. C'est-à-dire, on entre dans un monde où la coopération est plus rentable que la guerre. La guerre, c'est devenu irrationnel, c'est devenu anti-économique. Donc, coopérons. Mais ça ne suffit pas. C'est là la grande différence par rapport au modèle chinois. Il faut que tout le monde coopère. C'est-à-dire, nous sommes dans un système international composé de 7 milliards et demi d'acteurs. Et c'est cette coopération généralisée qu'on appelle la mondialité, ou qu'on appelle la transnationalité, c'est-à-dire des coopérations qui se défient en quelque sorte des frontières, qui peut être à la base une réinvention du monde. Et dans ce système-là, la solidarité l'emporte sur la compétition. C'est l'actualisation de ce que je disais tout à l'heure, interdépendance plutôt que souveraineté. Et du coup, à ce moment-là, on entre dans un monde intersocial où l'identité se reconstruit en fonction des croyances, beaucoup plus en fonction des personnalités. Continuons dans la provocation. Moi, je me sens beaucoup plus proche de mon collègue chinois, le professeur Seux, il faut quand même que je donne son nom, que je vous en parle, n'est-ce pas, que de Madame Le Pen, ou que de M. Mélenchon. Je me sens beaucoup plus proche de lui. On se comprend mieux, on partage les mêmes valeurs, et effectivement, on a la même passion pour ce monde intégré et solidaire,
même si on a chacun nos raisons de le souhaiter, qui ne sont pas forcément identiques, ça c'est autre chose, et qui se fondent, et je termine là-dessus, sur les 3 valeurs de la renaissance post-identitaire, qui sont la solidarité, qui sont la confiance, et qui sont le respect. Le respect, ça c'est quelque chose qu'on a complètement manqué dans notre histoire westphalienne. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure sur les Chinois imbéciles et les Indiens féroces. Le respect, on l'a mis en congé dans notre histoire européenne pendant 5 siècles. Si on veut revivre, il faut le retrouver. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de ce exposé magistral. Vous avez eu certainement l'impression d'assister à un cours de professeur émérite. Merci beaucoup. En même temps, ça pose énormément de problèmes, de questions. Et c'est une approche totalement différente, bien sûr, mais c'est toujours ce qu'on essaie de faire à l'université populaire par rapport aux 2 premières séances. Et celle de la prochaine semaine sera encore différente. Donc, j'ai plein de questions, mais je vous laisse la parole. Monsieur Badi doit partir malheureusement à 12h15, par un déjeuner de presse. Si je peux avoir un petit verre d'eau, parce que j'ai plus de salive, le reste. Oui. Pardon, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, moi, une question que je remarque, vous avez parlé par exemple de ce terme d'exclu et d'exclusion. Et à ma connaissance, ce terme du mot exclu apparaît dans le discours politique et social en France en 1974. Je ne sais pas si vous savez ça. À travers un livre qui a été écrit par Michel Benoît, je crois, et qui a été mis en avant par Valéry Giscard d'Estaing lors de sa campagne électorale. Vous savez ça? Les exclus. Les exclus. Je n'aurais pas daté de cette période. Un journaliste a demandé à Valéry Giscard d'Estaing dans sa campagne quel est votre livre de chevet. C'est un livre Les exclus de Michel Benoît. Bon. Et à l'époque, en fait, ces exclus, c'était les gens qui étaient les bidonvilles de Nanterre. Et je dirais à l'époque, on prend conscience de quelque chose. Il y a des exclus en France qui sont semblés un peu ignorés quand c'était la période des grands glorieux. Les gens paraissaient riches, mais il y avait pourtant des très pauvres. Et j'ai l'impression que ce discours est un peu disparu. On ne parle plus des exclus maintenant. On a parlé des sans-abri, on a parlé des sans-objectifs, on a parlé des sans-papiers. Maintenant, on parle plus même d'eux, maintenant on parle des demandes d'aide. J'ai l'impression que s'appauvrit ce discours et cette prise de conscience qu'il y a des esprits, qu'il y a des pauvres. C'est un projet. Oui, j'enregistre au droit, vous êtes René Lenoir, c'est ça? Michel Lenoir. Mais la thématique de l'exclusion, elle court quand même de manière. Les strophes de l'Internationale, c'est les années de la Terre, merci beaucoup. C'est aussi un discours de l'exclusion. Enfin, la naissance du mouvement ouvrier, c'était la thématique de l'exclusion, qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Le mot a peut-être changé, vous avez raison, la thématique demeure. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on est bien obligé d'en parler au niveau mondial. Et les exclus au niveau mondial, si on est obligé d'en parler, mais peut-être qu'on en parle assez peu. Vous savez que la faim dans le monde fait de 6 à 9 millions de morts. C'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques quotidiennes sur le World Trade Center. Le terrorisme, c'est une petite goutte, certes de sang, mais dans l'océan de souffrance que représente l'insécurité alimentaire. Donc les enjeux sociaux aujourd'hui ont remplacé les enjeux stratégiques en tête de l'agenda international. Bonjour monsieur le professeur. Personnellement, je préfère employer le mot ostracisme au mot d'autres mots, xénophobie ou autre. C'est un mot qui est d'origine grecque, je crois, et qui est peu prononcé. On n'entend pas tellement. Deuxièmement, vous avez parlé, alors je ne sais pas, si je l'ai compris, vous avez parlé de Hobbes.
un philosophe du XVIIe siècle. Thomas. Oui. Le livre qui attend. C'est ça, c'était un philosophe anglais du XVIIe siècle, c'est bien ça. Alors je voudrais vous poser la question, il a prononcé une phrase qu'on ressort couramment, qu'en pensez-vous? L'homme est un loup pour l'homme. Qu'en pensez-vous? Merci. Ben, effectivement, ce que décrit Hobbes à travers Homo homini lupus, c'est la situation pré-contractuelle, c'est-à-dire à l'état de nature, nous dit Hobbes, l'altérité ne peut être que la guerre continue. Et ça rejoint un point que j'ai développé dans ma présentation sans directement explicitement le lier à Hobbes, c'est-à-dire que la cité, c'est le début de, je dirais, la gestion rationnelle et pacifique de l'altérité. C'est-à-dire, la cité, c'est une association d'individus qui se place communément sous la protection du même souverain. Et le projet hobbesien est très fort. Je pense que Hobbes, c'est l'inventeur de notre politique moderne. C'est de dire, effectivement, quand on passe de l'état de nature à l'état contractuel, on entre dans une histoire de pacification des rapports humains et des rapports sociaux, et donc à une altérité pacifiée. Mais tout le problème, c'est ça, je crois, qui nous réunit ce matin, c'est de savoir si cette altérité peut demeurer pacifique. Parce qu'à partir du moment où vous faites le pacte social pour constituer une cité, cette cité, elle a en face d'elle d'autres cités. Et ces autres cités, elles sont, comme le dit Hobbes lui-même, en situation de gladiateur par rapport à vous. Or, comme chaque cité est souveraine, aucune cité n'est soumise à la loi commune, c'est la grande idée de Hobbes, qui récuse toute idée de droit international. Donc, quand les cités ont des différends, non seulement elles peuvent, mais elles ont le devoir de se taper dessus. Du coup, la question remonte à la surface. Comment faire en sorte que cette altérité entre cités ne débouche pas sur la guerre permanente? Et la réponse de Hobbes, ça a été de dire équilibre de puissance. Si tout le monde est à peu près du même niveau de puissance, personne n'osera taper son voisin. Hein. Si je perçois que mon voisin ici est d'une force équivalente de la mienne, voire supérieure, je serai aimable avec lui. Si je vois qu'il est très faible, reprenant le vieux dialogue des Méliens, je lui tape dessus, et même si je ne gagne que 100 sous, ce sera toujours ça de gagner. Ah, bon. Donc, effectivement, et c'est tout notre sujet, comment donner un statut à l'autre qui est extérieur à notre souveraineté? Et vous avez ces réponses pessimistes à la Carl Schmitt, qui consiste à dire non, c'est un ennemi, donc voilà, on est décidé à taper contre lui, ou pire encore, lui est hiérarchiquement supérieur, c'est tout ce que je vous déroulais tout à l'heure, ou alors après, on passe dans la mondialité en disant, mais dans le fond, même si je ne le trouve pas sympathique, j'ai tout à gagner, c'est moins coûteux. Une question très rapide. Je suis surprise que dans l'altérité offensive, vous ne parliez pas d'esclavage. J'aurais pu en parler, parce que l'esclavage, ce n'est pas un discours sur l'altérité, c'est le résultat d'un discours hiérarchique sur l'altérité. C'est-à-dire à partir du moment où on considère que l'autre m'est inférieur, j'ai des droits acquis sur lui, et le paroxysme de ces droits, c'est celui d'exploiter sa force de travail, voire son être même. C'est-à-dire que dans mon esprit, et merci de m'aider à l'expliciter, l'esclavage est un dérivé des altérités hiérarchiques. Lorsque vous partez de l'idée d'une altérité égale, c'est-à-dire l'autre, je l'aime pas, mais c'est mon égal, vous n'allez pas le réduire à l'esclavage. D'ailleurs, on ne réduisait pas un chrétien à l'esclavage quand on était chrétien. Oui, mais ça veut dire l'esclavage, il existe bien avant Carl Schmitt et Jules Ferry. Bien sûr, mais bien entendu, mais il appartient à ce moment-là à une très grande diversité d'histoires. Ça peut être l'histoire de l'humanité ne commence pas avec la construction de l'État-nation, et vous avez dans les projets impériaux dont il n'a pas été question ici un discours sur l'altérité, qui est un discours tout à fait différent. Il y a les citoyens de l'Empire et puis les autres.
Et donc, effectivement, c'est une autre forme de hiérarchie. Bonjour. Oui, j'ai bien aimé ce que vous avez dit du champ du départ et du peuple souverain. Et il est vrai que le mot souverain permet de passer de la souveraineté démocratique à l'idée qu'il y a un peuple qui, détenteur des libertés démocratiques, peut régner sur les autres. Alors, j'ai trouvé un peu angélique l'idée que ça pouvait se faire par une espèce d'apostolat, parce que ça devient très rapidement offensif avec l'Europe dominée par les armées napoléoniennes, dont vous n'avez pas parlé, mais auxquelles vous pensiez certainement. Et cette souveraineté dont vous dites qu'elle n'existe plus, est-ce qu'elle n'existe pas lorsque l'administration Trump réussit à empêcher les firmes européennes de travailler en Iran, puisque l'Iran vous intéresse? Est-ce qu'elle n'existe pas aussi du côté chinois, lorsque, fort de leur puissance économique, car pour moi la mondialisation c'est d'abord un système économique, les Chinois achètent des terres en quantité en Éthiopie et dans d'autres pays, et trustent à Madagascar un certain nombre de richesses. Donc personnellement, j'ai l'impression quand même que la souveraineté ne dissimule pas des rapports de force, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, d'abord, rassurez-vous, je ne suis pas un ange. Je n'ai jamais considéré que ceci gouvernait le monde. Simplement, bon, il faut toujours, dans les discours qu'on produit, éviter les écueils les plus radicaux, c'est-à-dire considérer que ce n'est uniquement par de mauvaises intentions qu'on cherche à dominer le monde. Il y en a aussi qui, sincèrement, croient faire le bien en dominant les autres. C'est un paramètre réel. Et les armées napoléoniennes, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si vous lisez, justement, pour mon prochain bouquin, j'ai relu le mémorial de Sainte-Hélène, où très très explicitement apparaît chez Napoléon l'idée que son empire va répandre les lumières dans le monde entier. Voilà. Bon, alors c'est souvent d'ailleurs ainsi que l'enfer est pavé des meilleures intentions. Ceci étant, ensuite, dans la deuxième partie de votre question, il ne faut pas confondre souveraineté et puissance. D'ailleurs, ce n'est pas la souveraineté qui pousse M. Trump à contraindre les Européens ou la Chine à faire du land grabbing. Par parenthèse, land grabbing, que celui qui ne le fait pas jette la première pierre. Hein. Et vous référiez à Madagascar, là c'est les Coréens, c'est des Wu qui voulaient acheter la moitié de l'île, pratiquement. Bon. Les Chinois le font parce que, tout simplement, les Chinois ont besoin de 2 fois leur surface pour pouvoir nourrir leur population. Vous avez des pays qui ont besoin de 7 fois de leur surface cultivée, notamment le Japon ou la Corée, pour alimenter leur population. C'est un véritable problème. Et là, c'est pas la souveraineté. Si c'était la souveraineté, il dira, attendez, non, Madagascar est souverain, donc on n'y va pas. C'est autre chose, c'est la puissance. C'est la puissance, mais cela me fait un peu sortir de l'objet de ce matin, mais en tous les cas rentrer de plein pied dans le livre que je publie cette semaine, quand le Sud réinvente le monde, je me fais un peu de pub, là-bas, qui est que cette puissance ne marche pas, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, la puissance permet de casser, permet de désorganiser. C'est-à-dire, un rhinocéros restera toujours plus puissant qu'une fourmi dans sa capacité destructrice. Hein. Mais elle ne peut plus déboucher sur l'hégémonie. D'ailleurs, ce que fait Trump en ce moment, c'est tout à fait intéressant. Il a réussi même à faire baisser le taux de chômage à un niveau historique record aux États-Unis. Mais ça ne peut pas tenir plus de quelques années. Parce qu'on voit déjà les prix à la consommation aux États-Unis augmenter parce que la taxation des produits importés pèse sur l'industrie américaine. C'est-à-dire qu'on va assister très vite à une inversion de tendance. Pour une raison très simple. Contrairement à ce qu'on vous vante à la télévision, il n'y a plus de produits nationaux. C'est-à-dire de produits qui sont totalement et complètement fabriqués dans un même pays. Les produits, c'est tous ce qu'on appelle maintenant, dans le jargon, des produits globaux. C'est-à-dire, dans une poupée Barbie, il y a 60 pays. C'est bon. Et cela fait que la puissance nationale perd de son impact.
Et on pourrait continuer, c'est-à-dire effectivement, les États-Unis, M. Trump, parvient à obliger les États-Unis à procéder à des sanctions dont ils ne voulaient pas. Oblige l'Europe à procéder à des sanctions qu'ils ne voulaient pas. Mais cela ne débouchera sur aucun effet positif, c'est-à-dire certainement pas sur un régime change orient, mais sur davantage de désordre et donc d'instabilité. Et deux, c'est aussi parce que l'Europe ne veut pas résister. L'Europe ne veut pas résister. L'Europe a tout les moyens de résister à ce genre de choses. Si vous dites par exemple que si c'est ainsi, nous surtaxons les produits américains et nous sanctionnons les États-Unis lorsqu'il s'agisse au Moyen-Orient, contrairement à ce que nous souhaitons, le phénomène aurait été annulé. La faiblesse de l'Europe, c'est qu'elle reste encore marquée par l'ancien monde, c'est-à-dire un monde dans lequel la règle d'alliance et de solidarité atlantique l'emporte sur le jugement autonome et libre qu'on peut avoir sur les grands dossiers du monde. Donc moi je ne crois pas du tout au maintien de la puissance. Et le bouquin que je vous ai vanté il y a un instant, il a un sous-titre qui s'appelle « La puissance de la faiblesse ». C'est-à-dire que dans un système interactif et mondialisé, la faiblesse est souvent un meilleur atout que la puissance. C'est-à-dire qu'avec la faiblesse, vous pouvez désorganiser un système alors que la puissance ne vous donne pas les moyens de vous en protéger. C'est une question. Une question un peu provocatrice. Est-ce que vous avez évoqué le néonationalisme et vous avez donc défini ceci comme une forme d'activité défensive, une situation défensive. Mais je ne sais pas. Parce que, alors, je ne lis peut-être pas ces textes suffisamment, mais quand on lit les discours, en tout cas en France, du Rassemblement national, on lit un discours national qui devrait être partagé par toutes les nations européennes et qui construirait une coopération bien plus internationale, bien plus coopérative finalement que ce qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire que moi je pense par moment on est peut-être dans une réponse qui n'est peut-être pas exactement à ce qu'entendent les citoyens qui pourraient voter pour le Rassemblement national, parce que dans leur tête de nationalisme, la France, oui, mais c'est pas nécessairement la France contre, alors oui, contre l'immigration, d'accord, de ce côté-là, c'est une évidence, mais c'est aussi très avancé l'idée d'une coopération entre nations. Enfin, c'est un discours qui revient constamment. D'ailleurs, eux-mêmes ne cessent de se montrer en international. Il y a une internationale de l'extrême droite, ils ne cessent de beaucoup de voyages. Marine Le Pen a fait 80 pays. Là-bas. Voilà. Mais elle a fait 80 pays et elle a rencontré dans ces 80 pays des, entre guillemets pour elle, partenaires qui lui disaient mais oui, voilà, et nous, on va faire comme vous et on va coopérer. Donc moi, je pense que souvent, on ne, voilà, un peu, hein, mais souvent, on n'est pas complètement par rapport à ce qu'entend le citoyen ou la citoyenne qui vote pour le Rassemblement national. On l'a réduisant à, voilà, il rejette, c'est de l'activité défensive. Oui, il faut immigrer, oui. Là, ça me paraît assez clair. Pour d'autres questions, ça me paraît beaucoup moins simple. Voilà. Oui, vous avez raison, c'est une question forte que je n'ai pas pu aborder de face parce que on est un peu à la limite du sujet, mais qui a un effet immédiat sur la réflexion que nous menons ce matin, qui est la frontière entre coopération et solidarité. C'est un très très beau sujet de Tissot. C'est-à-dire que nous sommes entrés progressivement dès, je dirais,
Oui, dès le milieu du 19e siècle, même dès le Congrès de Vienne, en 1815. Nous sommes entrés peu à peu dans une logique coopérative. Le Congrès de Vienne est très intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que pour la première fois, des monarques souverains ont dit mais on a avantage à se concerter, ne serait-ce que pour éviter qu'il y ait un autre Napoléon qui vienne mettre le bazar en Europe. Et ça, c'était une réflexion nouvelle, c'est-à-dire par rapport à la souveraineté absolue, c'est une innovation que l'éloignement du temps ne nous permet pas de voir dans toute sa force. C'est-à-dire des monarques qui se mettaient autour d'une même table et qui entendaient se concerter, c'est le terme qu'on a employé, pour ensuite coopérer. Et il y a eu des œuvres coopératives au XIXe siècle qui ont d'ailleurs toutes été des œuvres, enfin, non pas toutes d'ailleurs, majoritairement des œuvres de coopération conservatrice. Il y a eu autre chose, comme par exemple la création de la Belgique, des choses comme ça. C'était par coopération, on s'entendait. On n'avait pas beaucoup de mérite à s'entendre, parce que tous ces monarques étaient cousins. Mais c'était des personnes extrêmement proches, parlaient le même langage, les mêmes valeurs, les mêmes buts, etc. Donc c'était pas une coopération vraiment révolutionnaire, mais c'était la première coopération. Et puis, dans la seconde moitié du XIXe siècle, on a vu apparaître les premières organisations multilatérales, l'Union du télégraphe, par exemple, l'Union télégraphique mondiale, l'Union postale universelle, enfin, on s'est mis à coopérer. Ça a marché, je dirais, jusqu'aux 30 Glorieuses. Et le dernier avatar de cette vision coopérative, souverainiste, en quelque sorte, ça a été la première face de l'Union européenne, qui était associative. D'ailleurs, c'est ce que Gérald de Gaulle appelait l'Europe des nations, qui effectivement coopérait. Maintenant, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et c'est facile à expliquer, ça. Notamment, même aux électeurs de la madame dont vous parliez tout à l'heure. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que l'agenda international s'est complètement transformé avec la mondialisation. Les grands enjeux, actuellement, ce que je disais tout à l'heure, ne sont plus des enjeux internationaux. Les grands enjeux, dont on ne veut pas trop nous parler parce que ça met tout par terre, ce sont des enjeux qui relèvent de ce qu'on appelle les biens communs de l'humanité. Et le bien commun de l'humanité, c'est un langage nouveau. C'est-à-dire, dans la gestion des biens communs de l'humanité, non seulement l'égoïsme national n'est pas possible, mais l'idée même d'intérêt national ne peut même plus fonctionner. Les biens communs de l'humanité ne peuvent être gérés qu'au nom d'une rationalité commune et métasouveraine. Si vous réglez les questions, les grands enjeux climatiques mondiaux sont absolument énormes. Par rapport au battage médiatique qu'on fait de ces questions, on est bien en deçà de la réalité. C'est-à-dire, on est dans un péril énorme. Pensez que le temps de notre petite réunion ici, la désertification a augmenté de 20 cm au Sahel. 20 cm gagnés pendant les 2 heures de ma conférence. 20 cm de plus. Ça, c'est extraordinaire. Bon, ça, c'est pas un enjeu national. Et si vous dites, bon, on va le régler par la coopération internationale, c'est impossible. Ça ne peut être fait qu'en faisant abstraction des intérêts nationaux. Et le péril de l'élection de, j'arrive jamais à rappeler son nom, Borsalino, là, au Brésil. Borsalino? Non, c'est un nom pareil. Bolsolano. Comment? Bolsolano. Bolsolano. Oui, je sais pas le nom. C'est absolument tragique, parce que cet homme dit, mais la forêt amazonienne, c'est notre affaire. Bon. Ah bah oui, si la forêt amazonienne est l'affaire des seuls Brésiliens, cela veut dire qu'on va pouvoir amputer l'humanité d'un de ces 2 poumons et peut-être de ces 2 poumons. Donc on a complètement changé l'équation. Complètement changé l'équation. C'est-à-dire c'est aussi pour ça que l'Europe ne marche pas. C'est parce qu'elle continue à fonctionner au rythme associatif, là où on est déjà dans le besoin d'un rythme solidariste. Et du coup, la coopération internationale, alors moi j'aimerais bien savoir, les gens de cette sensibilité qui sont au pouvoir, où est cette tâche de coopération internationale que vous décrivez tout à l'heure? Où est la coopération internationale chez M. Trump? Où est la coopération internationale chez M. Poutine? Où est la coopération internationale chez M. Orban?
Où est la coopération internationale chez M. Duterte? Tout ça, c'est des fantasmes. Je me rappelle Madame Le Pen disant « Oh, sortir de l'Europe, c'est pas grave. Regardez l'Angleterre, elle se porte très bien. » Vous croyez que l'Angleterre, elle se porte bien? Elle est face à des angoisses terribles aujourd'hui. Alors, je ne suis pas un béat d'admiration devant l'Europe, j'en vois tous les défauts. Je vous disais un instant qu'elle ne marchait pas bien, qu'elle ne marchait pas. Mais, je veux dire, et passer le temps de savoir si on doit être dans l'Europe ou hors de l'Europe. On est de facto dans l'Europe comme on est de facto dans le monde. Et il faut trouver la moins mauvaise des solutions pour que tout ceci n'aboutisse pas à des catastrophes. C'est tout. Il y a des paramètres. Madame Le Pen et bien d'autres que je ne nommerai pas en France, ils sont encore au XXe siècle, peut-être au XIXe. C'est-à-dire que c'est fini ce temps-là, c'est fini. Alors on peut s'en plaindre, on peut s'en féliciter, mais c'est fini ça. C'est des histoires. Et nos pauvres amis britanniques sont en train de s'arracher les cheveux pour demander comment ils vont faire hors de l'Union européenne. Dans 3 minutes, vous aviez prévu de partir. Y aurait-il une ultime question? Non. Alors, donc, merci, monsieur.